En 2008, une crise économique mondiale frappe le monde. Des centaines de milliers de personnes perdent de l'argent, perdent littéralement des milliards de dollars. Et malheureusement, personne n'y peut rien. La cause de tout cela, la défaillance du système financier. Cette défaillance du système financier a fait en sorte que les gens se posent des questions, se remettent en question et décident justement de créer le Bitcoin. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'histoire du Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'il est né? D'où il vient? Et qu'est-ce qu'il promet pour l'avenir? On se retrouve juste après le jingle. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Cryptographic Futures. Cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Aujourd'hui, tout le monde entend parler du Bitcoin, mais très peu de personnes savent vraiment d'où vient le Bitcoin et quelle est son histoire. Le but de cette vidéo, c'est justement de pouvoir vous ouvrir les yeux et remettre en perspective ce qu'est le Bitcoin, d'où ça vient pour que vous puissiez réellement comprendre les fondements et l'arrivée de cette technologie révolutionnaire, de cette monnaie numérique qui est venue littéralement bousculer le monde et faire en sorte que tout ne soit plus jamais pareil. Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Nous sommes alors en 2008 lorsque les banques se retrouvent en surliquidité. Ça veut dire qu'il y a tellement d'argent dans les banques que les gouvernements permettent aux banques de pouvoir octroyer des prêts très risqués aux gens. On va prendre le cas du fait que M. Badinga, c'est quelqu'un qui gagne 150 000 par mois, il n'a pas vraiment beaucoup d'argent, mais par contre, il voit dans les journaux le fait qu'il peut emprunter une maison qui coûte 40 millions. Parce que justement, l'État favorise le fait d'octroyer des prêts à des personnes, même si elles ne sont pas forcément solvables pour une égalité des chances quelconque. Donc, M. Moussavou se retrouve à aller à la banque et là, tout de suite, il emprunte une maison qui coûte 40 millions de francs CFA. Une fois que M. Moussavou emprunte cet argent pour pouvoir obtenir son bien immobilier, directement, il en parle à ses proches. Waouh, j'ai pu avoir un bien immobilier avec uniquement 150 000 de salaire, ils m'ont pas demandé trop de papiers, etc., etc. C'est là que les proches de M. Moussavou décident de venir eux aussi emprunter des maisons. En permettant justement tous ces emprunts, il n'y a pas trop de soucis parce que, comme je vous le disais au début, les banques ont suffisamment de liquidités. Après, les banques ont mis une garantie selon laquelle si quelqu'un n'arrive pas à rembourser sa maison, donc à payer son emprunt, la personne va simplement devoir restituer la maison qu'il avait empruntée. Aussi simplement que ça. Donc du coup, normalement, ce n'est pas censé causer problème. En théorie. Mais ce n'est pas ce qui va se passer parce que juste après, ça va se terminer de façon vraiment très dramatique. Mais tu sais pas ce que j'ai fait hier? J'ai investi dans l'immobilier. Ah ouais, ça rapporte ça? Tant que tu rigoles, t'as entendu parler des subprimes? C'est le truc que les banques elles vendent en ce moment. Les prix arrêtent pas de monter, ça rapporte des sommes de malade. Mais c'est pas un peu risqué? Parce que le problème avec les pauvres, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'arrêtent de rembourser, non? Non, justement, c'est ça le truc. S'ils arrêtent de rembourser, leurs maisons elles sont hypothéquées, on les revend et du coup on perd rien du tout. Ouais, c'est pas con. Et en plus de ça, j'ai pris une assurance, donc il y a genre zéro risque. La semaine dernière, je crois que je me suis fait un truc comme 25 millions. Combien? 25 millions. Et il en resterait pas un peu à vendre à ton banquier? Nous sommes en 2008 et les banques se rendent compte qu'il y a déjà trop de personnes qui ont emprunté de l'argent pour obtenir des biens immobiliers et qu'il y a déjà trop de biens immobiliers à vendre. Parce que rappelez-vous de la condition, si quelqu'un n'arrive pas à rembourser, on récupère juste le bien immobilier et on le revend. C'était simple. Mais il y a tellement de maisons à revendre par rapport au nombre de personnes qui veulent acheter des maisons qu'après les banques se retrouvent avec des dettes qu'ils ne peuvent plus rembourser. Et c'est là qu'on se retrouve à avoir une chute de la bulle économique, une chute de la bulle immobilière et tout le monde commence à paniquer. Tout le monde commence à paniquer, à retirer son argent des banques, à littéralement perdre de l'argent. Parce que là, les banques se retrouvent avec des biens immobiliers, tout un tas de biens immobiliers avec personne pour acheter et des investisseurs qui réclament leur argent. Parce que rappelez-vous, lorsque votre argent est en banque, c'est votre argent qui permet de prêter de l'argent aux gens. Donc littéralement, si la banque est incapable de vendre les maisons qui ont été empruntées, la banque sera incapable de vous restituer également votre argent. C'est exactement dans ce cas-là que se sont retrouvés des milliers de personnes aux États-Unis lorsque cette crise-là est arrivée. La cupidité humaine, le désir de toujours vouloir gagner plus, a fait en sorte et a entraîné la chute de la bulle immobilière aux États-Unis. Cette chute aux États-Unis a eu de l'impact sur le monde entier parce que la crise économique des subprimes, regardez sur Internet et vous verrez que c'est quelque chose qui n'était pas une blague. Ça a touché des pays, ça a touché des États, ça a touché des continents. C'était vraiment pas la blague. C'était une grosse récession économique qui, après, a donné naissance à des idéologies, a fait en sorte que les gens se rendent compte que
Le système financier traditionnel n'est peut-être pas aussi sain que l'on le pense. Parce que si jamais les banques peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent, être en surliquidité et ensuite permettre des emprunts et des prêts aussi risqués, c'est qu'il y a un gros problème. Sans compter le fait que justement, lorsqu'il y a eu cette crise économique, les États, les banques centrales ont dû imprimer encore plus d'argent. Ce qui fait que lorsqu'on imprime de l'argent, la valeur des biens qui sont déjà sur le marché se dilue. Donc, on a une hyperinflation qui va suivre justement une impression monétaire parce que justement les banques impriment de l'argent et cet argent vient diluer la valeur de l'argent qui est déjà en circulation. Et c'est ainsi qu'en 2009 apparaît un livre blanc, le White Paper de Satoshi Nakamoto, qui explique l'arrivée et l'apparition d'une nouvelle forme de monnaie électronique permettant de pouvoir s'échanger de la valeur, s'échanger de l'argent sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance, sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. Et ce fut justement la première apparition de ce qu'est le Bitcoin. Et ensuite, quelques temps après ça, Satoshi Nakamoto met en place justement cette blockchain Bitcoin, cette fameuse blockchain Bitcoin qui permettrait d'avoir une monnaie qui s'échange sans intermédiaire. Dites-vous bien qu'à cette époque, personne n'y croyait. Personne ne pensait que cette monnaie devait être comme c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui nous voyons le Bitcoin, on entend parler de ça partout, dites-vous bien que ça a commencé comme rien du tout. Un peu comme lorsque Mark Zuckerberg était en train de concevoir Facebook dans sa chambre d'étudiant, ou bien que Jeff Bezos était en train de concevoir Amazon dans son garage. Personne ne voyait ça être comme c'est aujourd'hui. Ce qui fait que les quelques personnes qui s'intéressaient au Bitcoin à cette époque-là, c'était des informaticiens, c'était des geeks. Et du coup, ils utilisaient du Bitcoin et ils minaient du Bitcoin juste pour le plaisir, juste pour le fun. Et justement, Satoshi Nakamoto, personne n'a jamais su qui il était parce qu'il est resté anonyme du début à la fin. C'est en 2013, je pense, que son dernier message a été publié sur un forum bitcoin.talk et plus jamais on a entendu et on a eu de traces de Satoshi Nakamoto. Il est juste venu, il a laissé à l'humanité une monnaie qui permet de s'échanger de la valeur sans intermédiaire et ensuite il a disparu dans la nature. Maintenant, fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire s'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire? Ça veut dire que grâce au Bitcoin, grâce à ce que Satoshi Nakamoto a créé, on ne sait pas si c'est une personne ou si c'est un groupe de personnes, on a aujourd'hui le fait d'avoir un nouveau système financier qui n'est pas contrôlé par des humains. Parce que fondamentalement, on se rend bien compte que tant que ce sont les humains qui seront derrière le contrôle d'un système, les humains vont toujours vouloir abuser de leur pouvoir et malheureusement, la cupidité de l'homme va toujours faire en sorte que les systèmes s'effondrent. Et donc, lui, il s'est dit, au lieu de créer un système qui sera encore contrôlé par des humains, je vais créer un système qui est contrôlé par des algorithmes, par du code informatique. Au moins, les codes qui sont déjà programmés ne vont pas pouvoir être modifiés, remplacés, interchangés, corrompus par des humains. Ce sont des codes qui sont déjà préétablis et qui resteront les mêmes du début à la fin. Les humains, après, viendront juste pour sécuriser les transactions en réseau. Ça veut dire que ce ne sera plus une seule personne qui prendra des décisions ou une entité ou un groupe de personnes, mais ce sera littéralement tous les utilisateurs qui pourront se mettre d'accord pour devenir des acteurs du réseau et de par cette transparence-là, personne ne pourra tricher parce que tout le monde pourra voir ce qui se passe sur ce réseau-là. Et donc, la blockchain et les crypto-monnaies aujourd'hui permettent de pouvoir s'échanger de la valeur aussi rapidement que pas possible. Je vais vous mettre cette vidéo-là ici qui vous permettra de comprendre quels sont les avantages des crypto-monnaies pour que vous compreniez tout le potentiel qu'il y a derrière. On peut s'échanger de l'argent de partout dans le monde. Il n'y a pas de barrière géographique, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de restrictions. Il suffit d'avoir un téléphone et une connexion Internet pour faire des échanges. C'est une révolution. C'est réellement une révolution, surtout pour nous dans le contexte africain. Donc, voilà comment est arrivé le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 64 000 $ alors qu'en 2009, il valait moins de 0,001 $. Le prix a explosé à cause de l'offre et de la demande parce que plus de personnes veulent acheter du Bitcoin, plus il prend de la valeur parce qu'il y a une rareté qui se crée au fur et à mesure que le temps passe. Donc, si vous, aujourd'hui, vous voulez faire partie de l'adoption de cette révolution technologique, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bas de description pour accéder à la masterclass 100% gratuite que nous avons mis en place pour vous. Et si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas justement à cliquer sur le lien qui sera en bas de cette masterclass pour réserver un appel avec un membre de notre équipe et nous pourrons justement vous accompagner par rapport à votre profil spécifique. Les crypto-monnaies nous réservent encore bien des surprises pour l'avenir. Je vous invite donc à rester câblé sur cette chaîne YouTube pour bénéficier de toutes les informations impactantes sur ce domaine-là que nous partagerons dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. C'était Harley, fondateur de Crypto Future. On se retrouve justement dans les prochaines vidéos. Peace.